Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Philippe Rossi. Bonsoir à vous, 19h18 sur Sud Radio chaque jeudi soir. Sud Radio roule jusqu'à 20h avec Mobility TV et avec vous évidemment 0826 300 300. Vous notez bien, c'est le numéro du standard de Sud Radio. Aude vous y attend ce soir. Nous allons débattre avec vous autour de la voiture et de la mobilité. Je vous redonne le numéro 0826 300 300. Et sans plus tarder, je vous présente nos experts, nos vraies voix qui sont avec nous ce soir. Alexis Andrieux, PDG de Biomotors. Bonsoir monsieur Andrieux. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Joël Pédessac qui est avec nous, directeur général de France Gaz Liquide. Bonsoir. Bonsoir à tous. Marc Tessier-Dorfeuille, président de Compublix. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir messieurs, bonsoir à vous. Si j'avais du gasoil pour 1 euro, je pourrais éviter de prendre mon vélo. Ah oui, alors le carburant c'est cher, je dirais même que par les temps qui courent et pour certains ça devient même un luxe. 1,65 € le litre en moyenne pour le gazole, 1,69 pour le samplon 95, mais soyez rassurés, il existe bel et bien des solutions pour faire des économies de carburant. Alors le bioéthanol par exemple, il va en être question, dit aussi le super-éthanol, 0,75 € le litre, ce sont les derniers chiffres du ministère de la Transition écologique. Beaucoup ont franchi le pas, d'ailleurs les volumes du super-éthanol ont sacrément augmenté, plus 33%, alors que la consommation d'essence, elle, ne progresse que de 21%. Alors, pour commencer, c'est quoi exactement le bioéthanol Alexis Andrieux, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est fait le bioéthanol? Le bioéthanol, c'est un carburant français tout d'abord. Oui, c'est important de le dire, vous avez raison. Voilà, donc c'est d'ailleurs le seul carburant que produit la France. La France est d'ailleurs le premier producteur de bioéthanol européen. C'est à souligner. C'est donc fait à partir en fait de tout ce qui est résidus de betterave, de céréales fourragées. Il y a seulement 0,6% des terres cultivables qui sont exploitées finalement pour faire ce carburant, c'est très peu. Et surtout, ça n'empêche pas évidemment en parallèle la production des matières premières pour lesquelles on utilise habituellement ces cultures. Donc on n'est pas concurrentiel avec la nourriture, c'est bien de le rappeler évidemment. Et surtout, c'est aussi un carburant qui est plus propre puisque le CO2 que va rejeter le bioéthanol dans la voiture, finalement, c'est le CO2 que la plante a absorbé. Et donc ça, c'est ce qui fait rouler votre voiture. Ça coûte plus de moitié moins cher quand on remplit son réservoir de bioéthanol. Pourquoi? Tout simplement, et vous l'avez dit, c'est peu taxé car plus écologique. Alors, vous, justement, Alexis Andrieux, Biomotors, vous êtes fabricant de boîtiers qui permet donc de passer de sa voiture au bioéthanol. Voilà, j'ai une voiture essence, je veux rouler au bioéthanol, je m'adresse à vous. Comment ça se passe et surtout, combien ça coûte de mettre ce petit boîtier? Bien sûr, on conçoit et distribue ces systèmes de conversion. Donc, c'est un petit boîtier électronique qu'on va positionner sous le capot du véhicule et qui va permettre dans le réservoir d'origine de pouvoir y mettre aussi bien de l'essence traditionnelle que du bioéthanol. On s'adresse donc à nous depuis maintenant 10 ans. Vous avez des garages et installateurs partout en France. Donc, on a plus de 600 garages auxquels vous pouvez vous adresser. Il faut compter une demi-journée pour l'installation et un budget moyen tout compris garantie installation entre 800 et 1000 €. Donc, c'est finalement très rapidement amorti. D'accord. Et évidemment, si on tombe sur une station-service qui ne propose pas de bioéthanol, on peut toujours mettre son essence, on est d'accord? Bien sûr, vous pouvez continuer à mettre de l'essence avec simplement le fait que vous paierez 2 fois plus cher. Bon, très bien. Alors, tiens, Joël Pédessac, est-ce que vous avez le sentiment que les Français sont très au fait du bioéthanol? Moi, j'ai interrogé quelques personnes aujourd'hui, certaines qui me demandaient justement ce que c'était, d'autres qui m'ont dit j'en ai entendu parler. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication autour de ce carburant qui coûte peu cher? C'est un peu le rôle d'ailleurs de cette émission, d'essayer de faire de la pédagogie. Je pense que d'un point de vue général, les carburants alternatifs à l'essence ou à diesel sont encore peu connus, même si les gens en ont entendu parler. Le fait que le prix soit plus attractif, c'est vrai pour le bioéthanol comme pour le GPL, que l'essence et le diesel, c'est aujourd'hui un principal argument de communication qui devrait permettre au plus grand nombre de mieux maîtriser le sujet. Ouais. Marc Tessier-Dorfeuille, vous avez roulé au bioéthanol Alors, mes collaborateurs roulent au bioéthanol. Ouais. Moi, je suis à l'hybride et j'ai découvert, mais je vais essayer de changer la loi pour cela, que comme c'est un véhicule d'entreprise, je n'ai pas le droit de mettre un kit à bioéthanol. Mais mon cher Alexis, il faut changer la loi. C'est un des objectifs du Club des voitures écologiques. Bon, très bien. Est-ce que... alors, la question que l'on se pose et que beaucoup d'auditeurs sur les réseaux sociaux nous posent, si je m'adresse à vous, Alexis Andrieux, je change je mets un boîtier pour pouvoir mettre du bioéthanol, est-ce que le constructeur de ma voiture me garantit toujours le changement de la voiture ou la réparation s'il se passe quelque chose?
Alors en fait, ce qui est important de souligner, je le disais, l'éthanol, c'est pas nouveau, ça fait maintenant 10 ans que ça existe, mais ce qui a fait beaucoup évoluer les choses finalement, et aussi permis qu'il y ait maintenant 2700 stations en France qui proposent du bioéthanol, soit quasiment une station sur 4, c'est notamment le fait qu'il y ait aujourd'hui une réglementation qui encadre les équipements bioéthanol. Cette réglementation, elle permet de changer notamment la carte grise du véhicule, donc c'est quelque chose qui est homologué. C'est principal à regarder lorsqu'on fait équiper son véhicule, c'est-à-dire de s'assurer que le véhicule soit homologué. Pourquoi je dis ça ? Parce que justement, une fois le véhicule homologué, le boîtier apparaît sur la carte grise, on identifie que le véhicule roule au bioéthanol. Cela permet justement qu'au niveau des garanties, vous ayez un interlocuteur, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on garantit toute la partie mécanique en lien avec le bioéthanol ou ce qui pourrait être en contact avec le système de conversion. Donc vous avez une garantie sur cette partie-là, ce qui n'empêche pas évidemment de continuer la garantie sur le reste des pièces du véhicule. Joël Pétsac, et vous allez pouvoir répondre aussi, Monsieur Andrieux ou encore Marc Tessier d'Orfeuille, on est d'accord que ceux qui se tournent vers le bioéthanol, c'est pas seulement parce que c'est un carburant qui est écologique. Il y a un vrai problème de pouvoir d'achat autour de ce carburant. On se rend compte par exemple que les nouveaux Français qui font appel au bioéthanol sont ceux qui n'ont pas une voiture qui coûte trop cher et qui font des trajets maison-travail, travail-maison. Bon, d'abord, je parle sous le contrôle d'Alexis, mais on installe le bioéthanol dans des véhicules essence. Donc il y en a de plus en plus aujourd'hui. Et là, je fais un appel extrêmement clair. Aujourd'hui, quelqu'un qui a peu de moyens, je l'ai lu il y a peu de temps dans un article du Monde, une femme qui faisait ses 140 km par jour, elle dit je garde ma voiture diesel parce que c'est moins cher, mais personne lui a dit qu'elle pourrait troquer sa voiture diesel pour le même prix pour une voiture essence, installer un kit bioéthanol et rouler beaucoup moins cher tous les jours. Donc ça, je crois que ça va être des grandes tendances dans les années qui viennent. Et je parle aussi sous le contrôle du GPL, puisque ça, ce sont des installations qui ne fonctionnent qu'à l'essence. Donc, je pense qu'on sortira du diesel. Il y a de plus en plus de gens qui achètent de l'essence. Et au fait, aujourd'hui, le sujet, c'est qu'on peut rouler propre et pas cher. Et le pouvoir d'achat et le problème est en train d'arriver très très fortement avec l'augmentation des prix du pétrole ces jours-ci. Nous regrettons que le gouvernement ne dise pas suffisamment fort qu'on peut rouler pas cher aujourd'hui à la pompe avec ces deux énergies dont on parle aujourd'hui, parce que c'est peut-être de la perte de recettes, mais c'est la réalité. C'est pas nous qui l'avons inventé. Le bioéthanol est moins cher, le GPL est moins cher. Et alors vous avez 3 régions qui ont incentivé et qui ont financé une partie des installations des kits. Et moi j'aimerais, alors peut-être pour les classes moyennes, qu'on imagine, puisqu'on est à la veille des élections présidentielles, que éventuellement avec un plafond de revenus, les kits soient payés de moitié par l'État pour aider les plus pauvres à rouler moins cher. Ce serait en bioéthanol ou en GPL, tout se pose. Mais on pourrait faire un effort aujourd'hui pour en effet que ceux qui n'ont pas les moyens de rouler, alors que rouler c'est la liberté, et pour aller travailler dans beaucoup d'endroits il faut une voiture. Quand on est à 80 km on ne prend pas son vélo. Et donc il faut payer l'essence au quotidien. Et là je crois que c'est vraiment un très bel enjeu pour les années qui viennent. Alors tiens, j'ai le top 3 des voitures qui sont équipées de boîtiers au super éthanol. Numéro 1, la Renault Clio, je parle sous votre contrôle, Alexis Andrieux. Numéro 2, la Dacia Sandero. Numéro 3, ex-aequo, les Peugeot 208 et 208, pardon, les Peugeot 208 et Citroën C3. Voilà, c'est pas des voitures de luxe qui font appel à vous et au boîtier pour rouler au bioéthanol. Donc il y a un vrai problème de pouvoir d'achat. Il nous reste peu de minutes sur le sujet du bioéthanol. Est-ce que vous pouvez nous parler, alors je sais pas, peut-être Joël Pétsac ou peut-être vous, Monsieur Andrieux, de ces Français qui font des petits mélanges. On les appelle les chimistes. Tout à fait. Alexis Andrieux. Alors c'est une solution qui peut évidemment être tentante puisque on ne fait pas d'investissement et puis finalement on mélange un petit peu ce carburant pas cher avec l'essence traditionnelle. Alors déjà ce qu'il faut rappeler c'est que vous ne ferez pas l'économie totale qui était possible de faire puisque forcément vous faites moitié-moitié. Vous faites moitié de l'essence pas chère et moitié de l'essence chère, donc déjà vous divisez par 2 les économies déjà de départ, mais en plus de ça vous prenez un risque parce que le véhicule sera évidemment mal réglé. Mal réglé, il va donc consommer bien plus que la normale. Donc déjà, finalement, l'économie était déjà faible, mais en plus, ça va être encore plus faible du fait que le véhicule roule moins bien et surtout consomme beaucoup plus. Et puis évidemment, on en parlait tout à l'heure, les garanties et ce qu'on peut apporter au consommateur vis-à-vis de la protection de son véhicule. Là, vous êtes tout seul, c'est-à-dire que vous savez que vous prenez un risque, vous cassez votre moteur. Là, évidemment, ça va vous coûter très cher et vous êtes tout seul, je dirais, très ennuyé. Ouais.
Bah oui, les Français sont curieux. Joël Pétsac, non, vous n'avez pas joué au chimiste ou Non, j'ai pas joué. Et je suis tout à fait d'accord avec Alexis. C'est que ça peut être tentant, mais si c'est pas homologué, c'est sûrement qu'il y a des risques derrière. Et il y a une raison. Et le client, l'automobiliste, sera tout seul à avoir les régler si jamais il joue à ce jeu-là. Voilà, attention, ne jouez pas à l'apprenti chimiste. Elle est plutôt vous faire mettre un boîtier super éthanol, voilà, avec Alexandre Drieux, PDG de Biomotors. Lui, c'est sa spécialité. On va se retrouver dans quelques minutes. Les vraies voix qui font rouler la France sur Sud Radio, c'est jusqu'à 20h. On va s'arrêter quelques petites minutes. La deuxième partie, on en parlait justement. La deuxième partie consacrée au GPL. Autre solution pour faire des économies de carburant. Bah oui, les voitures au GPL séduisent de plus en plus. On en parle dans un instant avec Alexandre Drieux, Joël Pétsac et Marc Tessier-Dorfeuille. Et puis vous, évidemment, j'aimerais vous entendre sur le sujet. 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Philippe Rossi. L'automobile et la mobilité, il en est question jusqu'à 20h. Les vraies voix qui font rouler la France avec Mobility TV, nos vraies voix, nos experts du jour. Alexandre Drieux, PDG de Biomotors, fabricant de boîtiers qui permet de passer sa voiture au bioéthanol. Joël Pédessac qui est avec nous, directeur général de France Gaz Liquide. Et puis Marc Tessier-Dorfeuille, président de Compublic. Les véhicules au GPL qui séduisent de plus en plus les Français. En tout cas, avec un litre affiché à moins d'€1, les immatriculations ont progressé. Écoutez ce chiffre, quand même, plus 180%, ce n'est pas rien. Le GPL est moins cher à la pompe, moins polluant. Joël Pétsac, c'est aussi la raison, évidemment, moins polluant, même si de plus en plus de Français font attention au réchauffement climatique et à la qualité de l'air, mais ils font attention aussi à leur portefeuille. Et les voitures au GPL, ça fait du bien au portefeuille, Joël Pétsac. Alors c'est en effet un des principaux atouts aujourd'hui qui sont à mettre en avant au moment où le prix de l'essence ou du gazole flambe. Un litre de GPL en moyenne c'est 90 centimes le litre, ce qui veut dire que 40 litres vous permettent de faire à peu près 500 km, donc avec 35 €, vous faites 500 km. Donc c'est une économie assez significative par rapport à l'essence ou même au diesel. Donc cette économie, elle est liée effectivement au fait qu'on a moins de taxes. Sur un litre de GPL sur 90 centimes, vous avez à peu près 30 centimes de taxes avec la TVA, donc 30%. Quand c'est un peu plus d'€1 de taxes sur un litre d'essence ou un litre de gazole. Et si on a moins de taxes, c'est parce qu'on est moins polluant. Eh oui, tout simplement. Et donc, ça coûte moins cher. Ça marche, les voitures GPL, les ventes décollent Alors, on n'est pas vraiment. Ça décolle très fort. Là, on est sur des ventes de véhicules neufs. On n'est pas sur du rétrofit, enfin sur de la conversion de véhicules essence au gaz, même si c'est un autre marché qui est possible. Là, ce qui décolle très fort depuis 2 ans, c'est les ventes de véhicules GPL neufs, principalement dans la gamme de chez Dacia et Renault. Chez Dacia, c'est à peu près 30% des ventes qui sont des véhicules GPL aujourd'hui. C'était moins de 2% il y a 2 ans. Donc ça veut dire que quand vendre des voitures qui roulent au gaz, qui roulent au GPL à moins de 10 000 €, ça peut permettre à des constructeurs de sortir vraiment du lot et dans un marché qui est plutôt en baisse, un marché des véhicules neufs qui est plutôt en baisse. Le constructeur qui a fait ce choix-là est, je crois, très satisfait aujourd'hui. Vous connaissez le profil de ces acheteurs de voitures au GPL? C'est des gens plutôt aisés ou des gens qui trouvent le moyen de s'acheter une voiture et qui voient la rentabilité à long terme de ces voitures. Alors, déjà, je crois que il y a très peu de gens qui achètent des véhicules neufs. Oui, c'est vrai. La proportion de la population qui achète des véhicules neufs est très très faible. C'est quelques pourcents. Et donc, pour ceux qui font le choix du GPL, c'est vraiment très très large comme spectre, puisqu'il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens, mais qui ont besoin d'une voiture qui roule avec un carburant peu cher. Mais il y a des gens aussi qui ont les moyens, mais qui ont besoin d'une petite voiture pour aller en ville. Avec la mise en place des zones à faible émission, il y a plus de 50 agglomérations qui, d'ici à 2025, vont devoir mettre des ZFE en place. C'est une voiture GPL, c'est une voiture qui va avoir une vignette Critère 1, qui est le label qui permet de dire ce véhicule pollue beaucoup moins que les autres.
Ouais, beaucoup de bénéfices dans cette voiture au GPL, Marc. Je crois qu'en effet, beaucoup d'avantages en tout cas. Cette perspective déjà des ZFE d'aller dans des villes tout en ayant un véhicule peu polluant et où on paye moins cher, ça fait partie, je pense, des objectifs. La réalité, c'est que tu viens de le dire. D'abord, enfin, des véhicules neufs ressortent au GPL, puisque pendant quelques années, il n'y en a plus. Et si on regarde les choses, c'est arrivé après la crise des Gilets jaunes. Donc ils se sont dit, tiens, finalement, dans ces petits modèles, si on est à moins de 10 000 € avec un véhicule neuf à GPL, on peut, sur un crédit de 5 ou 6 ans, finalement avoir des mensualités assez raisonnables. Et où personne paye en France une voiture neuve cash. Ça, c'était dans un autre siècle. Donc les gens vont faire un crédit, ils font leurs calculs, et si après, en plus, ils payent beaucoup moins cher le gaz pour rouler, tout le monde est content. Alors vous allez voir qu'il est possible de transformer sa voiture essence en véhicule GPL. On va en parler dans quelques instants, mais j'aimerais qu'on accueille tout de suite Yann au 0826 300 300. Bonsoir Yann. Oui, bonsoir Philippe. Bonsoir. Et bonsoir à vos invités, bonsoir tout le monde. Meilleurs vœux, parce qu'on peut encore jusqu'au 31. Oui, il nous reste quelques jours encore. Vous habitez où Yann? Alors j'habite à Mont-de-Marsan dans les Landes, mais je voyage beaucoup. Alors c'était très intéressant ce que j'ai entendu là. Moi je suis mandataire en immobilier, donc je suis conseiller immobilier pour un groupe et je me déplace énormément. Je loue des véhicules. Souvent, parce que en fait, justement, quand on doit se rendre dans des villes, là, j'étais à Paris, voilà. Et il me fallait une vignette critère 1 ou critère 2, parce qu'on est bien d'accord qu'à Paris, c'est bien embêtant quand on n'a pas cette vignette. C'est très compliqué. C'est très compliqué aussi de circuler parce que c'est un bazar, il y a des travaux partout, et du coup, on passe un temps immense dans les embouteillages, et du coup, on consomme énormément. Bon, ça, c'est autre chose. Ouais. Moi, Philippe, j'ai deux trucs. La première chose, déjà, chez les loueurs de voitures, on trouve très très peu de voitures E85. Moi j'ai cherché une voiture E85 là. Les loueurs n'en ont pas. Et j'en ai discuté avec un patron du Super U où j'ai loué mon véhicule là. Voilà. Il me dit le problème c'est que nous on veut commander des véhicules. On a 8 mois d'attente chez les constructeurs aujourd'hui minimum. Déjà. Donc, alors ça, sous couvert du Covid. Je ne sais pas ce qui fait que les constructeurs de véhicules ne peuvent pas livrer de véhicules neufs à cause du Covid. Je ne comprends pas, parce que tout le monde travaille. Le confinement, il y a bien longtemps que la pénurie de semi-conducteurs. Pénurie de semi-conducteurs à cause du Covid. À cause de la crise sanitaire. Du coup, ils n'ont plus de véhicules. Mais ceci dit, des véhicules en version hybride ou en version E85, on n'en trouve quasiment pas à la location. Ça déjà, et moi je loue énormément de véhicules à long terme en fait, je fais de la location longue durée parce que ça me coûte moins cher que d'avoir un véhicule à moi que j'use énormément parce que je fais beaucoup de kilomètres, voilà, ça c'est une chose. La deuxième chose qui me fait rager, et là on est en pleine période d'élection et moi j'aimerais que nos politiques l'entendent, j'aimerais que Bruno Le Maire ouvre un peu ses oreilles et qu'il écoute Sud Radio, ça lui ferait du bien, il entendrait tous les jours des Français qui disent un peu ce qu'ils voient sur le terrain. On est bien d'accord que le carburant qui est un produit, on a une TVA sur ce produit. Ouais. C'est normal, d'accord, puisque c'est d'ailleurs peut-être l'impôt le plus juste, la TVA, puisque tout le monde le paye. Donc, il y a une TVA sur le produit. Mais il y a cette ancienne taxe sur les produits pétroliers qui a changé de nom, qui s'appelle TPICE, je crois maintenant, enfin bon, bref, ils ont dû mettre un mot écologique dedans, qui donc vient gréver le prix du carburant. Fait, vous mettez en lumière la taxe et les taxes que les gouvernements et que le gouvernement ne veut pas baisser, c'est ce qui a donné la crise des Gilets jaunes. Alors qu'ils veulent pas baisser, c'est une chose, voilà. Mais la TVA, on est bien d'accord que c'est une taxe, ça s'appelle la taxe sur la valeur ajoutée. Ouais. D'accord. Donc la TVA est sur le produit, on est d'accord. Mais la TVA est aussi sur la taxe qui est rajoutée sur le carburant. C'est-à-dire que si on enlevait cette TVA sur la taxe sur les produits pétroliers, on gagnerait à peu près 14 centimes du litre aujourd'hui. Ouais. Bon, ça c'est un peu de la politique, Yann. C'est un peu de la politique. C'est un petit peu de la politique. Le portefeuille des Français, quoi. Je suis d'accord avec vous. En tout cas, ce soir, on vous donne des alternatives, évidemment, pour payer votre carburant moins cher. Sur le problème, tiens, Alexandrieux, des locations de voitures. Bon, c'est vrai qu'avec la pénurie de semi-conducteurs, et s'ils se sont réveillés il y a un an et demi, c'est normal qu'il y a un délai d'attente, mais il faut un certain temps avant que les gens prennent conscience que du succès du bioéthanol et de proposer ces services. C'est encore un peu trop tôt, peut-être.
En fait, l'encadrement de notre métier est apparu en 2017. C'est vrai que 2017-2021, ça paraît long et à la fois c'est très court, surtout pour les organismes de location de véhicules, les constructeurs. Donc tout ça, c'est en train de se mettre en place, bien évidemment. La solution s'offre vraiment au plus grand nombre. On l'a vu sur des solutions de seconde monte. J'entends, j'ai déjà mon véhicule essence et je peux l'équiper à l'éthanol, notamment, rappelons-le, sur les hybrides rechargeables. Hybrides, on peut adapter le boîtier, donc on peut tout à fait coupler l'avantage de l'électricité plus de l'éthanol, donc vraiment correspondre à tous les types de trajets, qu'ils soient urbains ou extra-urbain. Il est vrai que voilà, il y a encore du travail à faire. C'est pour ça qu'on œuvre tous les jours avec mon équipe, en tous les cas, pour divulguer l'information. Et c'est très bien qu'il y ait cette émission. Et c'est évidemment prendre en compte ce type de réclamation. Ouais. Merci à vous Yann, merci d'avoir participé aux Vraies Voix qui font rouler la France. On parlait des voitures au GPL, il est possible aujourd'hui de transformer sa voiture essence en véhicule GPL. Joël Petzak, pour ceux qui sont intéressés, en combien de temps ça peut se faire? Et puis surtout, c'est la question, combien ça coûte? Alors la transformation des véhicules essence, encore une fois, un véhicule diesel c'est pas possible. Ouais. C'est parfaitement encadré aussi, c'est homologué comme le disait Alexis, comme pour le bioéthanol. C'est une opération qui est plus complexe parce qu'il faut rajouter un boîtier électronique d'injection, un réservoir pour stocker le gaz, puisqu'il va se rajouter dans le véhicule un réservoir de GPL qui va compléter le réservoir d'essence et tout un système d'injection. Donc le coût des installations, c'est sur des petits véhicules, ça va débuter à 2 000 € TTC et ça peut monter à 4-5 000 pour des très gros véhicules ou des camionnettes. Donc cette opération prend à peu près 2 jours pour faire parce qu'il faut rajouter ce réservoir, il y a un peu de travail de carrosserie, il y a un petit peu de mécanique. Donc c'est 2 jours de main-d'œuvre, d'immobilisation du véhicule. Le véhicule ensuite va avoir sa carte grise qui va être modifiée. Donc la catégorie d'essence va être remplacée par le terme GP. Et le gros avantage, c'est que si vous êtes sur des zones urbaines, vous avez un véhicule qui est critère 3 par exemple, parce que c'est un vieux véhicule essence qui a moins de 100 000 km, le fait de passer au gaz, il va passer critère 1. Ouais. Donc ça veut dire que vous prolongez la durée de vie d'un véhicule essence sans avoir besoin d'en acheter un neuf. Vous utilisez un véhicule que vous connaissez bien. Vous le faites équiper, du jour au lendemain, il va vous donner une vignette critère 1. Il va vous permettre d'aller éventuellement dans Paris quand ça sera interdit aux vignettes critère 3. Et puis tout de suite, vous roulez avec un carburant qui a 90 centimes le litre au lieu de l'essence qui a 1,65 €. Alors je crois que savoir que les voitures au GPL consomment plus, entre 12 et 15%. Donc c'est à vous de voir aussi si finalement c'est rentable pour vous de prendre une voiture au GPL ou pas. De toute façon, faut faire ces petits calculs. Voilà, de toute façon il y a le calcul à faire. Il faut savoir aller faire des devis pour l'installation du système GPL. Mais même si ça consomme 20% de plus qu'à l'essence, comme le prix est à peu près 2 fois moins cher, l'économie on l'a fait. Un point sur la distribution, il y a à peu près 1500 stations-service qui distribuent du GPL en France. 1 sur 7. 1 sur 7. C'est pas beaucoup. Alors c'est pas beaucoup, mais ceux qui roulent au GPL, et je peux vous le garantir, on s'organise en conséquence. C'est-à-dire que sur toutes les stations d'autoroute, quasiment il y a du GPL. En Ile-de-France, il y en a 250. Ce qui veut dire que quand on anticipe un peu, il y a des applications qui vous donnent les stations. Et puis en même temps, il y a que 200 000 véhicules. Sur les 40 millions de véhicules légers du parc français, il y a 200 000 véhicules qui roulent au GPL. Donc avec 1500 stations-service en France, 35 000 en Europe, on peut parcourir l'Europe, on peut parcourir la France, de Lille à Nice et de Brest à Strasbourg sans difficulté. Tiens, Marc Tessier d'Orfeuille, un dernier mot. Beaucoup d'auditeurs sur les réseaux sociaux qui nous disent je vais peut-être passer aux voitures au GPL ou au bioéthanol parce que les voitures électriques, pour moi, c'est encore un peu cher. Oui, c'est cher l'électrique, mais il y a quand même en ce moment des voitures qui sortent et j'allais dire qui sont à portée de main ou presque. C'est un choix individuel, comme tu viens de le rappeler. D'abord, aujourd'hui, il y a quand même un problème d'autonomie pour ceux qui sont des grands rouleurs. Il faudra trouver, en effet, pouvoir se recharger. Ce qui est certain, moi, le sentiment que j'ai dans les 15 ans qui viennent, on est encore dans la transition. Et chacun a besoin d'une forme de mixité, de choisir entre le GPL, le bioéthanol ou l'électrique, quelle est la voiture la plus adaptée à ses moyens et aussi à son usage. Et donc, bien sûr que l'électrique décolle, et c'est tant mieux, et c'est très bien pour les villes. Tu as rappelé tout à l'heure quand même qu'on peut avoir, en tout cas sur le bioéthanol, de l'hybride bioéthanol et donc de l'hybride rechargeable. Elle est électrique en ville et le vrai problème,
c'est la pollution dans la ville. Et donc si en plus après quand on prend la route et qu'on est sur les autoroutes, on est sur un carburant alternatif, youpi, c'est très bien pour la planète. Donc voilà, il faut que chacun trouve chaussure à son pied. Ne bougez pas, on va revenir dans quelques minutes avec Cécile Goubet qui va nous rejoindre. Elle est déléguée générale de l'AVER, Association nationale pour le développement de la mobilité électrique. Et bien justement, il sera question de la voiture électrique avec elle, les coûts, les avantages, quid du déploiement des bornes de recharge. On parle de tout ça dans un instant, on vient très vite, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Philippe Rossi. Avec Mobilité TV et jusqu'à 20h, les vraies voix qui font rouler la France sur Sud Radio. Avec Alexis Andrieux, PDG de Biomotors, Joël Pétsac qui est avec nous, P2Sac, directeur général de France Gaz Liquide, et puis Marc Tessier d'Orfeuille, président de Compublic. Je vous propose d'accueillir tout de suite Cécile Goubet. Bonsoir. Bonsoir à vous Cécile, bien dans le micro. Et voilà, Cécile Goubet, déléguée générale de l'AVER, l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique. Alors 83% des Français sont prêts à changer leurs habitudes de mobilité pour d'une part améliorer la qualité de l'air et lutter contre le réchauffement climatique. Les Français sont prêts à passer à l'électrique. Donc, alors, bonsoir. Bonsoir. On peut en déduire ça. On a un très fort engouement pour le véhicule électrique qui se confirme avec les années, avec des ventes qui explosent maintenant depuis plusieurs années. On est à 20% de part de marché cette année. On anticipe 50% à 2005, encore plus à 2030, mais bon, c'est un peu lointain. Donc oui, il y a un réel engouement. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est aussi sur les utilisateurs de véhicules électriques. On a des résultats tout à fait inédits en termes de satisfaction de véhicules, puisque l'étude qu'on avait faite auprès de 3500 utilisateurs de véhicules électriques montrait qu'il y avait 96% de satisfaction sur le véhicule, ce qui est assez énorme sur ce genre d'études-là. Bon, très bien. Alors sur le pouvoir d'achat, évidemment, l'électrique a un avantage. Alors au départ, c'est cher, mais ça peut peut-être changer. On va y revenir avec vous dans quelques instants. Bon, c'est vrai que là, avec la voiture électrique, plus de problème de coût de carburant. Alors, tout est lié en fait à l'évolution des prix des énergies, comme ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Néanmoins, c'est vrai que le véhicule électrique est extrêmement compétitif en termes de coût du plein, vu qu'on est autour de 2 € 100 km à peu près. Ouais, pareil pour l'entretien évidemment. Et l'entretien est beaucoup moins important parce qu'il y a beaucoup moins de pièces. Ouais. Donc, Marc Tessier d'Orfeuille, comment il faut calculer il faut calculer sur le long terme en fait. Là encore, il faut prendre sa petite calculatrice, voir combien une voiture nous coûte. Non, comme je dis, je crois qu'elle nous coûtera au quotidien. D'abord, la très bonne nouvelle, c'est que l'électrique décolle vraiment. Oui, et ça, c'est une bonne nouvelle pour la pollution dans les villes. La question se pose pas. Moi, je reste aujourd'hui attaché à la mixité. Il faut que chacun trouve la voiture dont il a besoin en fonction de la taille de sa famille. Est-ce qu'il est tout seul? Est-ce qu'on en est 5? Tout ça n'est pas du même usage. Mais la bonne nouvelle, vraiment, c'est que ça décolle, que ça vient compléter. Je vous le dis, moi, je pense que sur les 15 ans qui viennent, avant d'être au tout électrique, il faut absolument pour porter la mixité, pour que ceux qui n'ont pas les moyens puissent décider de se mettre au bioéthanol ou au GPL, s'ils ne veulent pas passer à l'électrique tout de suite. Dans 15 ans, ça serait un autre débat. Oui, profitez-en maintenant. Dites-moi, est-ce que les prix d'achat vont baisser ? Ça, c'est la question que beaucoup de Français se posent. Alors en fait, jusqu'à présent, la baisse des prix, notamment sur les batteries, a été réinvestie pour avoir une augmentation de l'autonomie des véhicules. Ça, c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête, c'est que toute la baisse des coûts industriels a été réinvestie dans l'autonomie. Donc aujourd'hui, on a des véhicules qui sortent qui sont capables d'avoir 450-500 km d'autonomie et qui ne sont pas dans les véhicules ultra premium. Maintenant, effectivement, on va falloir entamer la trajectoire de baisse des prix. On a des études qui montrent que à partir de 2027, on pourrait arriver à des niveaux de parité entre le véhicule électrique et le véhicule thermique, mais ça va dépendre aussi de beaucoup de choses comme on vit aujourd'hui en termes de prix de l'énergie, coût des matières premières, etc. Aujourd'hui, en moyenne, c'est combien une voiture électrique ? Ça dépend vraiment du type de véhicule que vous pouvez avoir. Donc en neuf, vous allez pouvoir... En moyenne, ce qu'il faut compter... En premier prix, par exemple, voilà, quelqu'un qui veut investir en premier prix. Ce qu'il faut compter, c'est un écart à peu près de 10 000 € par rapport à l'équivalent thermique à neuf. Oui. Marc. Mais il y a des aides de l'État. Exactement. Il faut le rappeler. Bien sûr, oui, vous avez raison. Donc, in fine, avec les aides, on arrive au même prix. C'est très subventionné et c'est un choix de l'État. Justement, les aides de l'État, pour ceux qui nous écoutent, quelle part ces aides dans la somme totale de la voiture électrique ? Vous allez avoir plusieurs types d'aides. Donc les aides à l'achat, ça va être un bonus écologique de 6 000 €. Si vous êtes éligible à la prime à la conversion, c'est 5 000 €. Ça fait déjà 11 000 € d'aide. Donc ça permet de complètement combler le gap entre les deux. Derrière, vous avez aussi des aides pour installer vos bornes de recharge, notamment sur tout ce qui est copropriété, bâtiment collectif. 960 € par point de charge. Ça, c'est le programme Advenir qu'on gère à l'AVER France. Et derrière, vous avez plein d'aides à l'usage.
Donc par exemple, à Paris, c'est 6 heures de stationnement gratuit. Ouais. Ouais. Ça a aussi un petit impact en termes d'économie sur le portefeuille. Tiens, j'aimerais vous entendre là-dessus, Alexis Andrieux et Joël Pétsac. Vous êtes optimiste, vous, sur cette transition à l'électrique? Tiens, c'est jouable, le tout électrique pour 2035? Alexis? Alors, c'est vrai que pour revenir justement sur les choix et les aides aussi, c'est vrai que, rappelons-le, le bioéthanol aussi, comme le GPL, bénéficie de la carte grise qui est gratuite. Donc, si on a la nécessité de changer de véhicule, vous achetez un véhicule d'occasion, c'est quand même intéressant de savoir que la carte grise est gratuite. Ouais. C'est un énorme avantage aussi, notamment, en plus du coût du carburant qui est aidé, hein, puisqu'on a des coûts de carburant très faibles, moitié moins cher que l'essence. Et puis, il y a des régions qui aident aussi à l'acquisition, puisque la région PACA, pour la partie bioéthanol, et la région Nord ainsi que Grand Est, finance jusqu'à 250, de 250 jusqu'à même 1 euro le boîtier. C'est des opérations qui ont été menées en Grand Est où la région a carrément financé le boîtier à 1 euro. Voilà, donc vous voyez, il y a quand même, il faut s'informer. Il y a vraiment des solutions pour accompagner cette transition. Ouais. La transition, voilà, on le disait tout à l'heure, elle s'accompagne. Je pense qu'il y a effectivement les 15 prochaines années où il faut choisir, comme le disait Marc, son véhicule par rapport à son utilisation. Joël Pétsac, vous êtes optimiste, vous, sur le tout électrique en 2035 ? En 2035, je ne me mouillerai pas, mais en fait, ce qu'on voit clairement aujourd'hui, c'est qu'il est en train de se passer quelque chose sur le marché de l'automobile. Le décollage des ventes de véhicules électriques, c'est clairement quelque chose qui s'est accéléré sur les 2 dernières années. Ce qui se passe sur le GPL, on en a parlé tout à l'heure, une multiplication par 3 des ventes par rapport à l'année dernière. On est à 3% du marché du véhicule neuf, l'électrique est autour de 9%. Donc il est en train de se passer des choses. L'augmentation des prix du carburant va sûrement avoir un effet d'accélération parce que pour les États, pour les gouvernements, c'est clairement important de trouver des solutions alternatives pour éviter d'avoir à payer le prix du pétrole au prix fort. Et donc, les solutions qui sont déjà détaxées finalement, parce que l'électricité est moins taxée, le GPL est moins taxé, le bioéthanol est moins taxé, c'est pas des réductions de taxes qu'il faut faire puisqu'on a déjà des taxes qui sont plus faibles que sur les autres. Donc, par contre, c'est dommage que le gouvernement n'utilise pas ces arguments-là pour dire, plutôt que de s'enfermer sur des distributions de chèques ou des mesures, déjà faire valoir les solutions qui existent. On parle du véhicule électrique, du véhicule gaz, permettre aux gens au moins quand c'est porté au plus haut niveau de l'État, ça donne une crédibilité aux solutions et qui rend les choses finalement simples et c'est la meilleure des garanties. Ouais. Tiens, Marc Tessier d'Orfeuille, je vous voyais acquiescer. Non, je suis 100% d'accord. 100% d'accord. Lui. Pour l'instant, il faut être dans cette transition et avoir des aides qui accompagnent le tout. Il y a une autre solution dans l'électrique qu'on n'a pas abordée, c'est le rétrofit de demain. C'est-à-dire que votre voiture diesel, peut-être que dans 10 ans, au lieu de la mettre à la casse, on décide de lui enlever son moteur diesel et mettre un moteur électrique. Voilà, ouais. Ça, ce sont des autres possibilités qui, un jour, là aussi, les coûts baisseront et sur lequel, en tout cas, nous, on le voit avec le Club des voitures écologiques, du côté des bus et des cars scolaires, il y a des demandes qui sont évidentes parce qu'aujourd'hui, un car scolaire, c'est 600 000 € neuf et c'est chinois si c'est en électrique, c'est 150 000 en rétrovitage. Et si on veut atteindre aujourd'hui des objectifs plus rapides de décarbonation des flottes collectives, le rétrofit vient compléter, bien sûr, l'électrique. En tout cas, le rétrofit est officiellement reconnu depuis 1 an. Donc, voilà, vous voyez qu'on avance petit à petit. 74% des Français, 7 Français sur 10 prêts à acheter un véhicule électrique, mais d'occasion. Est-ce que les voitures électriques d'occasion, est-ce qu'il y en aura bientôt, Cécile Goubet ? Alors effectivement, on s'inscrit dans un marché qui est relativement naissant, vu que les premiers véhicules électriques sont arrivés en concession il y a 10 ans en fait. Et la diversification des modèles et l'augmentation d'autonomie, finalement, ça date il y a 2-3 ans. Donc en fait, le marché de l'occasion va commencer à être alimenté avec ces véhicules, cette diversité de véhicules qui correspondent à plein d'usages maintenant, et ça va augmenter dans les années à venir. On sait que c'est extrêmement important parce que finalement, un Français, il achète son véhicule neuf après 55 ans. Donc en fait, la grosse partie de la révolution, elle va se faire grâce au marché de l'occasion. Alors beaucoup de questions sur les réseaux sociaux, le compte Twitter de Sud Radio, sur les bornes de recharge. Beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent et qui nous disent comment je peux être sûr avec ma voiture électrique de ne pas avoir une panne et d'être à court de batterie et avoir une borne de recharge assez proche. Où en est-on là encore, Cécile Goubet ? Alors, sur les points de recharge... Sur le déploiement. Alors, voilà, parce que ça se divise en plusieurs catégories. Oui. Sur la partie ouverte au public, donc les fameux 100 000 points de recharge qui étaient l'objectif à la fin de l'année, on en a 54 000. Voilà, et on a fait une augmentation de 64% cette année, donc la dynamique se poursuit et ça suit. Après, on a tous les points de recharge
en entreprise et à la maison, où là, finalement, quand on met tout ensemble, on a plus de 900 000 points de recharge. En revanche, il faut vraiment s'assurer que la dynamique se poursuive et qu'on ait des points de recharge pour la charge du quotidien, soit à la maison, soit à proximité de chez soi. Il y a plein de villes qui vont développer des systèmes de bornes à la demande. Donc, il faut appeler la mairie et faire la demande, et ils peuvent installer une borne de recharge à moins de 200 mètres de chez vous. Il y a des facilités pour installer aussi en copropriété. Les autoroutes, aujourd'hui, il y a des obligations. Toutes les aires de service vont être équipées à fin 2022. On a plus de 50% des aires qui sont déjà équipées là aujourd'hui. Il y a vraiment une très très forte mobilisation pour que ça se fasse et pour que le réseau de recharge soit vraiment dense et corresponde à ce dont on a besoin en fait. Ouais. Mais alors concrètement, par exemple, ceux qui ont un parking, qui veulent profiter de leur nuit pour recharger entièrement leur voiture, comment ils font? Parce que dans certaines villes, c'est compliqué pour garer sa voiture. Alors, il faut effectivement, de préférence au niveau de la copropriété, tout simplement engager. Il y a des obligations en fait aujourd'hui pour avoir une étude de façon à pouvoir s'assurer que le sujet de la recharge en copropriété soit bien pris en compte. L'idée, c'est vraiment d'avoir une démarche d'une infrastructure collective. En fait, c'est tout simplement équiper le parking avec un boîtier ou avec un câble. Et une fois que c'est fait, en fait, vous pouvez avoir votre borne de recharge installée en 3 semaines. Donc, c'est vraiment ça. L'idée, c'est d'essayer d'équiper au maximum les parkings de l'installation électrique pour après que ça soit super simple d'installer sa borne. Tiens, une dernière question à vous quatre pour tous ceux qui nous écoutent. Vos impressions après avoir roulé à l'électrique Tiens, Joël Pétsac. C'est vrai que c'est enthousiasmant. Que, ce sont des véhicules qui, ça fait pas de bruit, ça répond bien. On voit que en plus c'est très moderne. Enfin, il y a la question du plein, ça prend du temps. Quand on est habitué à faire son plein en 2 minutes, ça me demande une organisation. Mais je pense que le changement, abandonner le diesel ou l'essence pour aller vers ces carburants alternatifs, ça demande une nouvelle organisation, à la fois pour faire son plein d'essence, son plein de gaz, de GPL ou d'éthanol, ou son plein d'électricité. Ça demande d'avoir une approche différente, de s'organiser en conséquence, mais après ça change vraiment la vie. Ouais. Merci à vous, merci Cécile Goubet, déléguée générale de l'AVER, c'est l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique. Merci à vous Joël Pétsac, directeur général de France Gaz Liquide, Marc Tessier-Dorfeuille qui est avec nous, président de ComPublic, et puis Alexis Andrieux, PDG de Biomotors. Tiens, juste un dernier mot pour vous dire que le CNPA change de nom. Le Conseil national des professions de l'automobile devient maintenant Bobiliance. On va en parler dans une semaine, jeudi prochain. Prenez note puisque le président Francis Bartholomé sera entre 19h15 et 20h sur Sud Radio. Avec nous, il répondra à vos questions et aux questions des journalistes qui seront présents dans ce studio. Voilà, Francis Bartholomé, dans une semaine, dans les vraies voix qui font rouler la France.